Professeur. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire d'abord l'émotion qu'est la mienne aujourd'hui d'être celle qui présente enfin sa thèse devant le public de la salle Sandeau. J'ai soutenu ma thèse, comme l'a rappelé le professeur Patou, en janvier dernier, sous la direction du professeur Léna Ganagé, sur le thème du droit international privé, à l'épreuve du droit au respect de la vie privée et familiale. Le thème de l'interaction du droit international privé et des droits fondamentaux n'est évidemment pas nouveau. Plusieurs études lui ont été consacrées. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme présenterait cette particularité d'exercer son influence sur les deux principaux objectifs de la discipline, la cohésion de l'ordre interne et la continuité de traitement des relations internationales. L'article 8, comme les autres droits fondamentaux, nourrit le contenu de l'ordre public international de valeurs au nom desquelles les normes étrangères qui lui contreviennent sont rejetées. Incorporant des valeurs à forte dimension individuelle au contenu de l'ordre public, l'article 8 en multiplierait les hypothèses de déclenchement et serait par conséquent un facteur de cloisonnement des ordres juridiques. Mais en même temps, l'article 8 paraît également doté d'une portée coordinatrice. Dans les arrêts Wagner et Negropontis, sur lesquels je reviendrai ultérieurement, la Cour européenne des droits de l'homme aurait jugé que le refus de l'État partie de reconnaître un statut personnel et familial acquis à l'étranger constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale. L'article 8 consacrerait ainsi un droit à la continuité, duquel découlerait, selon certains, l'obligation de consacrer une méthode de la reconnaissance des situations. L'article 8 serait donc au service de la continuité de traitement des situations juridiques et partant un facteur de décloisonnement des ordres juridiques. Aussi, l'article 8 exercerait son influence sur les deux principaux objectifs de la discipline. Les implications méthodologiques de ces doubles influences paraissent à la fois considérables et contradictoires. Elles sont considérables parce qu'en plus d'intervenir sur le terrain de la protection de l'ordre interne, à travers son application directe à l'encontre des normes étrangères et qui méconnaissent ces exigences, ou encore par l'entremise de l'exception d'ordre public, les implications méthodologiques de l'article 8 se manifestent également dans le champ de la coordination en imposant la méthode de la reconnaissance. Ces implications paraissent de plus contradictoires, puisqu'en plus d'intervenir au soutien d'un objectif et de son contraire, tantôt en faveur du cloisonnement des ordres juridiques et de leur décloisonnement, la jurisprudence européenne semble également inconstante, pour ne pas dire incohérente. Ainsi, alors que l'article 8 apparu dans certains arrêts imposait la reconnaissance des situations familiales créées à l'étranger, dans d'autres affaires, la Cour s'est abstenue de l'exiger, alors même que les situations paraissaient réunies. C'est que les implications méthodologiques de l'article 8 en droit international privé sont intimement liées au jeu des techniques de réalisation des droits fondamentaux, en particulier du contrôle de proportionnalité. Or, la mise en œuvre de cette technique dépend essentiellement des circonstances de l'espèce, ce qui rend difficile toute tentative de rationalisation. Alors que jusqu'à présent, il était admis que l'exigence de continuité des situations internationales ne saurait l'emporter sur l'objectif de cohésion de l'ordre interne, en investissant désormais le champ de chacun de ces objectifs, l'article 8, et partant le contrôle de proportionnalité qui le caractérise, semble, comme cela a été décrit, réduire toute tentative d'élaboration des solutions de droit international privé à une partie de poker. Aussi, pour bien mesurer ces implications méthodologiques, il paraît indispensable de cerner en amont le rôle que joue l'article 8 de la Convention en droit international privé. Autrement dit, les fonctions qu'il assume dans cette discipline. C'est à l'identification de ces fonctions que je souhaite aujourd'hui consacrer ma présentation, tant cette identification me paraît déterminante pour la compréhension des implications méthodologiques qui en découlent. C'est qu'une fois la réalité des fonctions de l'article 8 identifiée, celle de des implications méthodologiques apparaîtra comme la conséquence pratique et technique des fonctions dégagées. Pour ce faire,
il m'a semblé nécessaire d'analyser la jurisprudence de la Cour européenne, non pas au prisme d'une lecture de droit international privé, mais celle des méthodes d'interprétation des techniques et des techniques de réalisation des droits fondamentaux. Cette approche m'a paru nécessaire à la suite d'un constat qu'en dépit de la récurrence des décisions de la Cour faisant application de l'article 8 dans le contentieux civil international, leur portée est encore incertaine. La doctrine est notamment divisée quant à l'aptitude de l'article 8 à imposer une méthode de la reconnaissance. Ces hésitations, en grande partie, semblent pouvoir être expliquées par la difficulté du raisonnement de droit international privé à rendre compte des solutions dégagées par la Cour européenne des droits de l'homme. Les principes et les méthodes d'interprétation mis en œuvre à l'occasion du contrôle juridictionnel européen sont irréductibles à ceux du droit international privé. L'analyse de cette jurisprudence, au prisme du droit européen des droits de l'homme, a le mérite, me semble-t-il, de dissiper cette incompréhension. L'exposé des principes et des méthodes qui gouvernent le contrôle européen des droits de l'homme est clair sur les apports et les limites de ce contrôle et par conséquent permet de saisir la portée des solutions consacrées par la Cour européenne des droits de l'homme en droit international privé. En somme, il s'agit de chausser les lunettes du juge européen et de lire ce qu'il nous dit de son appréhension du droit international privé. Le contrôle juridictionnel des droits de l'homme obéit à des méthodes et des principes d'interprétation qui lui sont propres. Leur originalité tient à la spécificité de l'objet interprété, c'est-à-dire un traité de protection des droits de l'homme. S'il est difficile de définir exactement quels sont ces principes et de dresser une liste exhaustive de ces méthodes, certains traits saillants ressortent. L'interprétation est un processus herméneutique complexe qui comporte une grande part de subjectivité de son auteur. Mais elle dépend également des contraintes de l'interprétation juridictionnelle. En tant que cour de justice, la Cour européenne est soumise au droit et doit suivre les méthodes reconnues pour l'interprétation des traités qui sont notamment prévues par la Convention de Vienne sur l'interprétation des traités de 1969. Toutefois, la Cour européenne ne s'y cantonne pas. Dès ses premiers arrêts, la Cour a souligné la finalité vers laquelle elle entendait orienter son interprétation du texte. Cette finalité, c'est ce qu'on appelle l'interprétation fondatrice, c'est-à-dire celle qui définit le projet ou l'attente de sens qu'on se propose de réaliser. Selon la Cour européenne, s'agissant d'un traité normatif, il y a lieu d'une part de rechercher quelle est l'interprétation la plus propre à atteindre le but et à réaliser l'objet de ce traité, et non celle qui donnerait l'étendue la plus limitée aux engagements des parties. Ce faisant, la Cour a affirmé que la Convention a pour rôle et son interprétation pour objet de rendre efficace la protection de l'individu. L'interprétation fondatrice de la Cour qu'elle entend donc privilégier est celle qui permet au mieux d'assurer une protection concrète et effective des droits. De ce choix découle le recours à une interprétation finaliste cherchant à assurer l'effet utile du texte. Il est, selon la Cour, d'une importance cruciale que la Convention soit interprétée et appliquée d'une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives et non pas théoriques et illusoires. Elle ajoute, si la Cour n'adoptait pas une approche dynamique et évolutive, pareille attitude risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration. Suivant cette ligne directrice, l'interprétation téléologique est combinée avec une interprétation évolutive. Ainsi que l'affirme la Cour, la Convention est un instrument vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui. Cependant, il ne faut pas perdre de vue les contraintes de l'interprétation juridictionnelle. Cette interprétation se déploie en effet dans un cadre spécifique, celui du contrôle juridictionnel européen. Elle est donc nécessairement déterminée par l'Office de la Cour européenne des droits de l'homme. Cet office se caractérise par la subsidiarité du contrôle. Très tôt, la Cour a en effet affirmé
le caractère subsidiaire du mécanisme du contrôle juridictionnel. Le principe de subsidiarité apparaît comme le principe structurel qui irrigue l'intégralité du système européen du contrôle. La subsidiarité paraît ainsi comme la clé d'articulation entre les autorités nationales et la Cour européenne. Son importance est telle qu'elle a été inscrite dans le préambule de la Convention à l'occasion de l'adoption du protocole numéro 15. C'est à la lumière de ce principe structurel, qu'est le principe de subsidiarité, et de l'exigence de protection effective qui est au fondement même de la démarche interprétative de la Cour, que doit donc être lue la jurisprudence européenne faisant application de l'article 8 dans les contentieux civils internationaux. Cette grille de lecture permet alors de prendre conscience que l'article 8 n'assure pas en droit international privé une fonction coordinatrice, mais qu'il assume seulement une fonction matérielle, c'est-à-dire qu'il est pourvoyeur de valeurs qui sont par essence matérielles. En premier lieu, donc, la fonction rejetée de l'article 8, l'absence de vocation coordinatrice du droit au respect de la vie privée et familiale. La thèse de la vocation coordinatrice de l'article 8 a connu une évolution au cours de ces dernières années. Alors que dans un premier temps, l'article 8 a été perçu comme le fondement d'une méthode de la reconnaissance des situations, les études récentes tentent plutôt à l'envisager comme le fondement d'un objectif de reconnaissance ou plus généralement d'un objectif de coordination. Ce glissement de la technique vers la finalité, d'une certaine manière, est révélateur de la perplexité de la doctrine face à la jurisprudence de la Cour européenne dont les techniques et la casuistique sont si peu réductibles aux méthodes et principes de droit international privé. La pertinence donc de ces analyses doit être vérifiée à l'aune des principes qui guident le contrôle juridictionnel européen. Plus particulièrement, la confrontation de ces analyses au principe de subsidiarité permet d'une part de constater que l'article 8 n'est pas le fondement d'une méthode de la reconnaissance, d'autre part, leur confrontation au principe d'effectivité permet de constater que l'article 8 n'est pas non plus le fondement d'un objectif affecté à la coordination. L'article 8 n'est donc pas le fondement d'une méthode de la reconnaissance. Pour rappel, les traits caractéristiques de cette méthode résident dans le renoncement du fort à la mise en œuvre de sa règle de conflit de loi au rapport de droit non judiciairement constitué à l'étranger pour lui appliquer un raisonnement consistant à en contrôler la régularité. Cette interprétation de la jurisprudence européenne semble avoir été déterminée par la lecture des arrêts Wagner et Negrete-Pontis. Dans chacune de ces affaires, les juridictions nationales se sont opposées à la reconnaissance de jugements d'adoption valablement prononcés à l'étranger. Dans l'arrêt Wagner, le refus d'accorder l'exéquatur à un jugement d'adoption péruvien prononçant l'adoption plénière d'un enfant à l'égard d'une femme célibataire avait pour motif sa non-conformité à la règle de conflit de loi, alors mise en œuvre parmi les conditions de régularité des jugements étrangers. Relevant que le refus de reconnaissance méconnaissait la réalité sociale qui s'est développée entre la mère adoptive et l'enfant, la Cour européenne a considéré que les juges luxembourgeois ne pouvaient raisonnablement passer outre un statut juridique créé à l'étranger et correspondant à une vie familiale au sens de l'article 8. C'est une motivation similaire qui a justifié le constat de condamnation de la Grèce dans l'arrêt Negrete-Pontis, dans lequel les juridictions grecques ont refusé de reconnaître l'adoption valablement prononcée aux États-Unis entre un oncle, moine orthodoxe, et son neveu, au motif qu'une telle adoption est contraire à l'ordre public international. Parce qu'elle dresse donc des obstacles face à la réalité sociale constituée à l'étranger, les conditions de régularité des jugements étrangers paraissent devoir être désactivées. La réception du statut juridique valablement créé par le jugement étranger s'imposerait alors au fort, combien même il n'est pas conforme à ces règles de droit international privé. Pour que la Cour européenne puisse imposer sur le fondement de l'article 8 une méthode de la reconnaissance, elle doit, dans un premier temps, commander la mise à l'écart de la règle de droit international privé qui empêche la continuité du rapport de droit pour lui substituer, dans un second temps, le point de vue de l'ordre juridique étranger. Or,
Une telle démarche s'infère difficilement du caractère subsidiaire du mécanisme du contrôle européen. D'abord, en vertu de ce principe, le juge européen ne peut contrôler les méthodes de droit international privé. Ensuite, toujours en vertu de ce principe, le juge européen ne peut dicter les mesures à prendre pour remédier à la violation de la Convention. Dès lors, son contrôle ne permet pas à la Cour d'imposer aux États une méthode de la reconnaissance. D'abord, l'absence donc de contrôle des méthodes de droit international privé. Le refus de la Cour d'examiner in abstracto la conformité des normes internes à la Convention constitue l'un des traits caractéristiques du mécanisme du contrôle européen. La Cour affirme qu'elle doit procéder à un examen concret du cas dont elle est saisie. Cette affirmation trouve sa justification dans la dimension subjective du recours individuel. Dès lors, il ne s'agit pas de contrôler la conformité de la norme de droit interne à la Convention, mais d'apprécier si son application in casu à la situation du requérant est compatible avec les droits garantis par la Convention. Ainsi, dans l'arrêt Wagner, la juge a jugé légitime l'existence d'un contrôle de conformité des adoptions prononcées à l'étranger à la règle de conflit de loi. En l'espèce, la règle de conflit a désigné la loi luxembourgeoise qui ne permet l'adoption qu'aux couples mariés. C'est donc par référence à l'article 367 du Code civil qui prévoit cette règle que les juridictions luxembourgeoises ont rejeté la demande d'exéquatur. L'enfant s'est alors trouvé privé de protection juridique, rendant possible son intégration complète dans sa famille adoptive. Et c'est au regard de ce résultat que la Cour va examiner la proportionnalité de l'ingérence subie dans la vie familiale de Madame Wagner et de sa fille. En effet, ce sont les motifs invoqués au soutien de cette impossibilité d'adopter pour les célibataires qui va retenir son attention. Le gouvernement justifie cette impossibilité par la nécessité de protéger l'enfant adopté. Il considère que l'adoption plénière entraîne une césure définitive entre l'enfant et sa famille d'origine et qu'elle nécessite une entrée pleine et entière de l'enfant dans sa famille adoptive. Et il estime par conséquent qu'une adoption plénière ne serait pas satisfaite si elle était admise à l'égard de célibataires. Cet argument ne convainc nullement la Cour, qui relève que l'enfant était déjà abandonné au Pérou et placé dans un orphelinat. Aussi, selon la Cour, c'est justement l'intérêt de l'enfant qui s'opposait au refus de reconnaissance du jugement d'adoption péruvien. La limitation de l'adoption plénière aux couples mariés se révèle, dans le cas concret, injustifiée. La règle de conflit n'est donc pas visée par le contrôle du juge européen. Elle n'est envisagée que dans son rôle d'intermédiaire. Un raisonnement similaire est suivi dans l'arrêt Negré-Pontis, dans lequel la Cour critique le contenu donné par la jurisprudence grecque à l'ordre public international. De manière plus évidente encore, dans l'arrêt Ménesson, la Cour européenne a indiqué expressément que le fondement méthodologique retenu pour justifier le refus de retranscription des actes de naissance des enfants nés de gestation pour autrui ne lui importait pas. Tout en constatant la spécificité du mécanisme de l'exception d'ordre public international, elle précise qu'elle n'a pas pour intention de la remettre en cause en tant que telle. La Cour exerce à chaque fois donc un contrôle in concreto de la situation. Elle se limite à vérifier la seule conformité du résultat de l'application de la réglementation de droit international privé aux exigences de la Convention. À l'indifférence aux méthodes au stade du contrôle de l'atteinte, se rajoute ensuite la réticence du juge européen à prescrire une méthode lors du constat de violation. La mission du juge de la Cour consiste à dire si la mesure contestée est conforme ou non aux exigences de la Convention. La nature subsidiaire du contrôle limite, en principe, son rôle à cette seule fonction. Déclaratoire et obligatoire, l'arrêt de la Cour a ainsi une portée limitée à la seule constatation de la violation. C'est en revanche aux États de prendre dans l'ordre interne les mesures nécessaires pour remédier à la violation constatée. Par conséquent, l'État est tenu d'une obligation de résultat, lui laissant la liberté de choix des moyens pour y parvenir.
Aussi, la Cour n'a en principe pas vocation à se substituer à l'État défendeur dans l'exécution de l'arrêt. Elle n'a donc ni la possibilité d'annuler les mesures nationales litigieuses, ni d'imposer celles à prendre. La jurisprudence en matière de gestation pour autrui illustre la réticence de la Cour à s'impliquer positivement dans la détermination des modalités techniques de la satisfaction des exigences de l'article 8. L'affaire Ménesson est à ce titre emblématique. Elle a donné lieu à 2 interventions de la Cour. La première, dans le cadre d'une procédure contentieuse, a précisé la filiation du père biologique de l'enfant. La seconde, à travers un avis consultatif demandé par la Cour de cassation, a permis de clarifier la filiation à l'égard de la mère d'intention. Dans les 2 cas, un même constat s'impose. La Cour ne donne pas de prescription méthodologique. Cette absence de prescription méthodologique apparaît de manière particulièrement flagrante dans l'avis consultatif de 2019, dans lequel la Cour prend bien soin de distinguer le principe de la reconnaissance de la filiation à l'égard de la mère d'intention de ses modalités de réalisation. Alors qu'elle estime que l'État est tenu d'une obligation de résultat, celle d'offrir en droit interne une possibilité de reconnaissance du lien de filiation, elle renvoie à la liberté de l'État de choisir les moyens lui permettant de satisfaire cette exigence. Par conséquent, lorsque la Cour de cassation recourt à la transcription pour traduire juridiquement le lien de filiation à l'égard du parent d'intention, cette démarche ne saurait être imputée à la Cour européenne, mais relève bien du libre exercice du choix des moyens des autorités nationales, en l'occurrence la Cour de cassation. Ne condamnant ni l'usage de la règle de conflit, ni lui substituant une méthode différente, la jurisprudence de la Cour ne saurait donc être lue comme imposant une méthode de la reconnaissance des situations. Mais la retenue dont elle a fait preuve, jusqu'à présent sur le terrain de droit international privé, ne suffit pas à écarter totalement cette hypothèse. Aussi, si jusqu'alors l'article 8 n'a pas conduit à imposer une méthode de la reconnaissance, c'est probablement parce que ne figure pas parmi ses finalités un objectif ayant pour finalité d'assurer la continuité des situations. C'est donc du côté des objectifs qu'il semble d'autre part nécessaire de vérifier l'existence d'une visée coordinatrice de l'article 8 de la Convention. De prime abord, il ne paraît pas incongru que l'article 8 puisse imposer aux États une obligation de résultat consistant à assurer la continuité de traitement des situations internationales. Au nom de l'article 8, la Cour affirme bien que dès lors qu'une vie familiale est effectivement constituée, l'État doit veiller à son maintien et que l'individu doit pouvoir établir avec suffisamment de certitude les éléments de son identité. Il paraît dès lors logique qu'une telle obligation ne cesse pas lorsque la situation est internationale. Cette thèse a paru recevoir confirmation dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et une partie de la doctrine n'hésite pas à affirmer que l'article 8 serait le fondement d'un droit à la continuité. Cette lecture de la jurisprudence ne résiste toutefois pas à sa confrontation au principe d'effectivité qui guide l'interprétation du juge européen. Ce principe va orienter son activité d'interprétation, justifiant d'ailleurs, dans le cas de la Cour, qu'elle s'affranchisse des directives d'interprétation du droit international général. À l'origine de toutes les audaces interprétatives de la Cour, ce principe n'a pourtant pas engendré une obligation d'assurer la continuité des situations internationales. Comment expliquer cela? Si à première vue, la jurisprudence européenne a pu laisser penser qu'elle a déduit de l'article 8 une obligation d'assurer la continuité des situations familiales acquises à l'étranger, une observation plus attentive des différentes séquences du contrôle européen permet de prendre conscience que ce n'est pas l'objectif visé par ce contrôle. Mais si l'objectif de continuité apparaît d'abord absent des éléments de référence du contrôle de compatibilité, il ressort néanmoins qu'il est ensuite présent lors du contrôle de proportionnalité. Cependant, son rôle est peu déterminé. D'abord, l'objectif de continuité absent, qui est donc absent des éléments de référence du contrôle de compatibilité. Le contrôle de compatibilité de mesures nationales à l'article 8 effectué par la Cour européenne
consiste à la confrontation d'un objet contrôlé, les mesures nationales contestées, à un référent de contrôle, les exigences conventionnelles. L'identification de l'un et de l'autre permet de cerner la finalité du contrôle européen. Or, qu'il s'agisse du référent de contrôle ou de l'objet contrôlé, l'objectif de continuité paraît absent des éléments mobilisés pour l'appréciation de la compatibilité des mesures litigieuses aux exigences de l'article 8. Ainsi, dans l'arrêt Wagner, la Cour est saisie de la compatibilité du refus des autorités luxembourgeoises d'accorder l'exéquatur au jugement d'adoption péruvien avec les exigences du droit au respect de la vie privée et familiale. Alors que la satisfaction d'une exigence d'uniformité de traitement des situations internationales aurait dû amener la Cour à envisager si l'obligation faite aux États d'organiser une protection juridique implique celle d'assurer la continuité du lien de filiation établi à l'étranger, ce n'est pas la démarche entreprise par la Cour. Elle s'en tient aux principes déjà formulés en matière de protection de la vie familiale, loin de toute préoccupation de continuité de traitement propre au droit international privé. Ainsi, elle prend bien soin de réaffirmer que les relations entre l'adoptant et l'adopté sont en principe de même nature que les relations familiales protégées par l'article 8. Elle ne cherche pas à adapter ses exigences à la spécificité du contexte international. C'est donc à un même référent qu'elle confronte la situation litigieuse, peu importe que celle-ci soit interne ou internationale. Quant à l'objet du contrôle, s'il est vrai que la Cour constate que le refus d'accorder l'exéquatur constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, ce n'est pas la condition de conformité conflictuelle qui focalise son attention, mais, comme on l'a vu, le résultat de sa mise en œuvre. Après avoir constaté que le refus de reconnaissance du jugement est motivé par l'interdiction faite aux célibataires d'obtenir une adoption plénière, c'est la compatibilité de cette restriction avec l'obligation faite aux États d'organiser une protection juridique de la vie familiale dont il sera question. Aussi, il apparaît que ni le référent de contrôle, ni l'objet contrôlé ne sont envisagés selon un prisme de droit international privé. Mettons en présence le résultat substantiel de l'application de la réglementation de droit international privé avec les exigences conventionnelles conçues pour protéger la vie familiale indépendamment de son caractère international, l'issue de la confrontation ne peut prendre la forme d'une obligation de continuité objective propre au droit international privé. La compatibilité de la mesure nationale aux exigences de l'article 8 apparaît donc comme une appréciation d'ordre substantiel. Il serait néanmoins exagéré d'affirmer que la Cour est indifférente à la continuité de traitement des situations. Ces considérations sont prises en compte lors du contrôle de proportionnalité. Ainsi, dans l'arrêt Wagner, parmi les éléments pris en compte pour juger que le refus d'accorder l'exéquatur au jugement d'adoption comporte une violation de l'article 8, la Cour prend soin de relever que la requérante avait de bonne foi nourri une confiance légitime en la transcription sur les registres d'état civil du jugement d'adoption sans autre formalité. De même, dans l'arrêt Negré-Pontis, la Cour insiste sur le fait que l'adoption entre le requérant et son oncle a duré plus de 24 ans sans que l'effectivité du lien n'ait été remise en cause ni par eux, ni par l'entourage. Cependant, le poids accordé à cette considération n'apparaît pas particulièrement déterminant. La confiance légitime en la validité de la situation acquise à l'étranger ne suffit pas à imposer sa continuité dans le fort. Encore faut-il que le résultat matériel au nom duquel la reconnaissance est refusée contredise les exigences conventionnelles. Ainsi, dans une décision Green et Farad, malgré la probable croyance des époux en la validité de leur union célébrée 20 ans plus tôt en Libye, la Cour n'a pas fait prévaloir la continuité de la situation acquise à l'étranger sur la préservation de la conception monogamique du mariage, au nom de laquelle les autorités maltaises ont refusé la transcription du second mariage de la requérante. Dès lors, il semble que sans être ignoré, la confiance légitime des parties en la validité de la situation acquise à l'étranger n'intervient
qu'à titre confirmatif. Elle permet d'appuyer le constat de la méconnaissance substantielle des exigences conventionnelles. Elle ne peut, en revanche, garantir la continuité de la situation personnelle et familiale si, d'un point de vue substantiel, cette situation est contraire aux exigences de l'article 8. Aussi, si la Cour arrive à la conclusion que les juges nationaux ne pouvaient raisonnablement passer outre un statut juridique créé valablement à l'étranger, ce n'est pas au regard d'une obligation de continuité de traitement de la situation familiale que la violation de l'article 8 est retenue. L'apparent soutien de l'article 8 à la continuité de ces situations n'est en réalité que la conséquence incidente du contrôle de leur compatibilité matérielle avec les exigences de cette disposition. Partant, il est difficile, voire même impossible, de lire dans les exigences de l'article 8 une obligation d'ordre méthodologique préoccupée par la continuité de traitement des situations internationales. Ce qui importe à la Cour, c'est avant tout d'assurer l'effectivité de protection des droits, protection qui revêt essentiellement un caractère matériel. Dès lors, la véritable fonction du droit au respect de la vie privée et familiale apparaît. Visant à garantir le respect d'un standard de protection par essence matérielle, il a une vocation de justice matérielle. Il s'agit dès lors d'envisager, en second lieu, la fonction maintenue de l'article 8, c'est-à-dire celle d'être un pourvoyeur de valeurs matérielles. Dépourvu de sa fonction coordinatrice, l'article 8 de la Convention paraît banal. À l'instar des autres droits garantis par la Convention, il n'est affecté qu'à une fonction matérielle. Il s'agit en somme d'un droit fondamental comme un autre, chargé de pourvoir des valeurs, ni plus ni moins. Ces valeurs imprègnent le droit des États parties. En ce sens, l'article 8 est porteur de justice matérielle. Cette notion, indissociable de l'œuvre de Kegel, se préoccupe de la solution au fond donnée au litige, indépendamment des considérations liées à la bonne localisation de la relation juridique, qui est quant à elle la préoccupation de la justice de droit international privé. La distinction entre la justice de droit international privé et la justice matérielle met en évidence la singularité de notre discipline. La justice de droit international privé se présente d'une part comme la justice de référence des rapports privés internationaux, détachée de la justice matérielle, qui occupe quant à elle une place subsidiaire et résiduelle au sein de la discipline. Le rapport entre les deux justices est alors appréhendé en termes de principe à exception. Le caractère secondaire et exceptionnel de la justice matérielle trouve son explication dans le fait que lorsque cette grille de lecture a été élaborée au milieu du siècle dernier, l'ordre interne était alors le principal pourvoyeur de valeurs substantielles. Or, un tel équilibre ne pouvait se maintenir que tant que les sources de réglementation de la matière étaient d'origine nationale. L'irruption dans les relations privées internationales des droits fondamentaux, portées par des sources internationales, comme l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, remet en cause la présentation traditionnelle. Alors que cette présentation traditionnelle, dans cette présentation traditionnelle, la justice matérielle était essentiellement associée, au moins dans le domaine du droit de la famille, à la préservation des valeurs du fort et aux intérêts de l'ordre interne, la justice matérielle inclut désormais la protection de l'intérêt de la personne. Cette modification de la physionomie des valeurs rejaillit nécessairement sur le domaine de la justice matérielle qui s'étend de manière considérable. À la faveur de la primauté dont bénéficient les dispositions de la Convention dans l'ordre du fort, elle est désormais assurée d'une place prééminente. Elle annonce dès lors un réaménagement des relations entre la justice matérielle et la justice de droit international privé. L'exposé, bref, je vous assure, de la prise en compte par la justice matérielle de l'intérêt de la personne d'une part, permet de prendre la mesure du réaménagement des rapports entre les deux justices d'autre part. Résolument tournés vers la sauvegarde des droits de la personne, les exigences que porte l'article 8 introduisent une dimension individuelle dans les valeurs protégées. Elles emportent une modification de leur physionomie
moins axé sur la sauvegarde des intérêts de la collectivité et davantage tourné vers la satisfaction de ceux des individus. Cependant, l'émergence de ce nouvel intérêt n'entraîne pas un bouleversement de la hiérarchie des intérêts de droit international privé. Il semble qu'il s'agit seulement d'un ajustement au sein des objectifs de la discipline. C'est que la protection due à la personne n'a jamais été ignorée par les valeurs protégées par le fort. Batifolle affirmait que ce sont souvent les préoccupations de justice dues à chacun, précisant à la personne, qui inspireront le refus d'appliquer la loi étrangère. La montée en puissance de la protection de la personne, portée notamment par l'article 8 de la Convention, met l'intérêt de l'individu au centre de l'attention. Aussi assiste-t-on à un changement de la physionomie des valeurs, davantage axé sur l'individuel que sur le collectif. Ce changement appelle également une approche plus concrète des valeurs, plus attentive à la situation spécifique de la personne. C'est une justice du cas particulier qui est alors introduite par le droit au respect de la vie privée et familiale. Le domaine de la justice matérielle connaît alors une expansion considérable, car en plus de veiller sur la cohésion de l'ordre interne, elle est également investie de la mission de la protection de la personne. Dès lors, il n'est pas étonnant que la justice matérielle voit son statut secondaire reculer. L'on assiste alors à un réaménagement des relations entre la justice matérielle et la justice de droit international privé. L'élargissement du domaine de la justice matérielle agit nécessairement donc sur son statut. Davantage sollicité, ces manifestations se multiplient. Aussi, la grille de lecture traditionnelle des relations privées internationales ne semble plus rendre compte du rapport de force à l'œuvre dans la discipline. Les relations entre la justice de droit international privé et la justice matérielle sont réaménagées. C'est dans la jurisprudence européenne que les manifestations de ce réaménagement sont les plus visibles. En effet, dans les différentes affaires impliquant des relations privées internationales, il ressort que la préoccupation du résultat matériel a guidé le contrôle européen, alors que les conséquences sur la coordination ont paru incidentes. Ainsi, si la continuité des situations valablement acquises à l'étranger semble imposée dans les arrêts Wagner et Negré-Pontis et qu'elle n'a pas été soutenue dans la décision Green et Farhat, c'est en raison du résultat matériel consacré dans chacune de ces affaires. Alors que la Cour juge que le refus d'adoption pour les célibataires et les prêtres n'est pas compatible avec les exigences de l'article 8, elle estime, en revanche, que le rejet de la polygamie est conforme aux exigences de l'article 8. Par conséquent, il apparaît que quel que soit le procédé de coordination à l'œuvre, il ne peut prospérer que si le résultat substantiel qu'il consacre est conforme aux exigences conventionnelles. Cette remise en cause du rang secondaire de la justice matérielle ne vaut pas seulement dans la jurisprudence de la Cour européenne, il est également observé dans la jurisprudence interne. Ainsi, en choisissant d'écarter la loi marocaine prohibitive du mariage entre personnes de même sexe, la Cour de cassation a fait primer la liberté matrimoniale, désormais garantie aux couples de même sexe, sur la continuité de traitement souhaitée par la Convention franco-marocaine. Malgré les critiques pointant la consécration d'un mariage boiteux, il semble que la solution inverse est difficilement acceptable. Faisant désormais partie des valeurs du fort garantissant la protection de la personne, l'accès au mariage pour un couple de même sexe doit être assuré même à l'encontre de la loi prohibitive. La justice de droit international privé et la continuité de traitement des situations s'inclinent ici devant la prévalence de la justice matérielle et la protection de la personne. Observé aussi bien dans la jurisprudence européenne que dans la jurisprudence française, il apparaît que l'omniprésence de la justice matérielle dans le règlement des rapports internationaux n'est pas propre au contrôle européen des droits de l'homme. Elle trouve sa justification dans l'extension du domaine de la justice matérielle qui, dopée par la prise en compte de l'intérêt de la personne, voit ses interventions se multiplier. Dès lors, une réorganisation des objectifs de la discipline est à l'œuvre, avec à la clé la prévalence de la justice matérielle sur les considérations de justice de droit international privé. Mais quel sens a donc ce réaménagement ?
Affirmer que la place dévolue à la justice matérielle ne peut plus être de l'ordre de l'exception ne signifie pas que tel est désormais le sort qui doit être réservé à la justice de droit international privé. Le réaménagement du rapport entre la justice de droit international privé et la justice matérielle ne donne pas lieu à l'anéantissement de la première au profit de la seconde. La finalité de la coordination n'est pas remise en cause, mais si la coordination est effectivement souhaitée, elle ne peut prospérer dans la méconnaissance des valeurs substantielles que véhicule l'article 8. Il apparaît dès lors que l'objectif de justice de droit international privé ne peut être poursuivi sans tenir compte en même temps de la satisfaction des valeurs substantielles. C'est en somme l'enseignement qui semble pouvoir être tiré de la jurisprudence européenne. Justice matérielle et justice de droit international privé vont de pair, et c'est en termes de complémentarité que l'analyse des rapports entre les justices doit être envisagée. C'est à travers ces grilles de lecture renouvelées des relations privées internationales que l'article 8 invite à reconsidérer ces relations en veillant à ce que les exigences matérielles dont il est le pourvoyeur soient constamment respectées. Grille de lecture qui semble d'ailleurs davantage rendre compte de la réalité et des rapports entre la justice matérielle et la justice de droit international privé que dans la conception traditionnelle. Dès lors, comme l'a remarqué Mme Horatia Murvat, les droits fondamentaux agissent comme des irritants juridiques dans le fonctionnement normal du droit international privé, c'est-à-dire qu'ils énoncent l'avènement d'une rationalité différente qui traverse le champ occupé par la méthodologie ancienne, sans s'y arrêter particulièrement, tout en provoquant des effets de perturbation et de réajustement. C'est ce que fait l'article 8 de la Convention, en mettant au jour cette grille de lecture renouvelée des relations privées internationales. Et c'est à l'aune de cette grille de lecture renouvelée que les implications méthodologiques du droit au respect de la vie privée et familiale en droit international privé doivent être envisagées, c'est-à-dire en assurant la protection concrète de la personne. Je vous remercie.